Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous recevons Habib Haider. Soyez le bienvenu. C'est gentil de me recevoir. Donc, Habib, vous êtes afghan. Je suis afghan, bien sûr. Vous êtes né en 1945 à Kaboul. Bien sûr. Vous avez 76 ans, 3 enfants. Mhm. Vous êtes venu en France il y a à peu près 40 ans. Tout à fait. Voilà, vous avez fait vos études, vous êtes parti en Afghanistan. Je vais présenter un petit peu votre parcours très atypique. Je vous en prie, oui. Voilà, donc marié en 68, obtenu une bourse d'études pour venir faire des études en agriculture. Non, obtenu une bourse arrivé en 68 en France, marié en 72. D'accord. Du jour au lendemain, j'aurais du mal à trouver une femme. Agroéconomiste. Ah oui. Donc en 77, après 11 années d'études, vous êtes reparti en Afghanistan. Tout à fait. Pour mettre en forme ce que vous aviez appris. J'étais fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et je devais me consacrer au développement de l'agriculture en Afghanistan. Voilà, donc responsable de l'industrie laitière. Mhm. Patatras, les communistes renversent le régime, les Russes arrivent en 79. Voilà, donc vous ne vouliez pas être l'otage des mouvements de résistance. Voilà, vous rentrez à Paris, vous demandez l'asile politique. Et ensuite, vous faites quelques missions pour le ministère français au Mozambique. Mhm. En 85, vous repartez en Afghanistan pour rejoindre la résistance. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui. D'accord. Bon, vous avez été un peu dégoûté, vous m'avez dit, les gens troquaient l'islam contre la guerre. Tout à fait. La résistance, vous savez, qu'on imaginait ici, qu'on brossait comme un mouvement héroïque. Si vous rentriez à l'intérieur, c'était une résistance très divisée. C'était pas une résistance pour défendre la liberté pour la nation afghane, mais c'était une compétition de chaque tribu pour reconquérir les territoires que leurs ancêtres avaient obtenus sous l'ancien régime et qu'avec l'arrivée des communistes, ils avaient perdu. Voilà, donc vous avez rencontré des nomades afghans qui vous ont dit que vous n'étiez pas fait pour la guerre. Oui, à la frontière, vous savez, donc pendant mon retour en Afghanistan, j'étais entre la vallée et le désert, Oui. parce que 99% de la production animale de l'Afghanistan, ça se passe dans le désert par les nomades. Et le but, c'était d'aller valoriser le lait des nomades dans les déserts par des moyens plus développés, plus avancés, et approvisionner les villes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai contacté les nomades et je suis devenu copain avec les nomades. Donc vous avez rencontré les nomades et ils vous ont dit que vous n'étiez pas fait pour la guerre, donc vous êtes rentré et vous êtes devenu marchand de tapis. J'ai passé 40 jours à humer, à observer, à regarder, parce que vous savez, c'est très frustrant quand vous êtes originaire d'un pays et que vous allez contre le courant. C'est-à-dire comme les journalistes, les écrivains, les scientifiques, tout le monde applaudissait la résistance. Et vous dites, de quelle résistance ils parlent, ces messieurs-dames. Et vraiment, quand moi je le voyais avec l'œil d'un Afghan, c'était les Occidentaux brossaient un tableau idyllique de la résistance afghane, parce qu'ils imaginaient qu'un jour, ils agenouilleraient l'Union soviétique et le communisme avec. Mais on ne parlait pas de la résistance afghane comme un mouvement fédérateur qui construirait un jour un avenir pour l'Afghanistan. Voilà, donc je continue là. Donc vous êtes rentré en France et pendant 30 ans, vous avez subsisté en vendant des très beaux tapis. Donc vous aviez une boutique que tous les Montpelliérains ont connue, qui se trouvait rue des Sœurs Noires, qui s'appelait La Yourte, voilà. La Yourte. Donc, je fais court. En 2006, vous avez écrit un livre, celui-là. Ne vous faites pas court parce que les gens ne vont pas me suivre. Vous savez. Donc, je suis devenu marchand de tapis et le tapis devient un excellent support pour vous raconter
la misère des gens qui ont la culture orale et que les communautés scientifiques et occidentales le regardent avec les yeux d'un sociologue ou d'un ethnologue ou d'un anthropologue. Voilà. Donc moi, j'essaye de devenir le représentant de ce monde de l'oralité et de faire une sorte d'information pour mieux comprendre l'Afghanistan et pour mieux préparer le retour des jours heureux de l'Afghanistan. Et c'est comme ça qu'en 2002, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, moi je suis parti en Afghanistan pour participer à la reconstruction. D'accord. Donc en 2006, vous avez écrit un livre, celui-là, Reconstruction et développement de l'Afghanistan. Vous êtes allé voir de Villepin à trois reprises ce livre. Attention, vous savez, de 2006 à 2002 à 2006, je suis en Afghanistan, observateur et acteur de la reconstruction. Et je constate qu'on va directement au mur. Et c'est pendant ces va-et-vient-là, j'avais un ami au ministère des Affaires étrangères qui connaissait M. de Villepin. Alors, moi, je ne suis pas allé voir M. de Villepin. Je suis allé voir mon ami en lui disant, François, si on continue d'aborder les problèmes de la reconstruction de l'Afghanistan de cette manière, on va directement au mur et on va échouer la reconstruction. Et c'est là que mon ami m'a demandé d'écrire un livre. D'accord. Donc vous avez écrit ce livre, Reconstruction et développement de l'Afghanistan. À 3 reprises, ce livre a disparu de la valise diplomatique. Oui. Il ne fallait pas critiquer la société afghane. Surtout l'ancien régime. L'ancien régime. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas voulu éditer ce livre, là que je montre encore. Vous avez trouvé un éditeur en PACA, et vous l'avez édité. Bon, ça a été un peu compliqué. Vous avez été quand même invité chez France Inter. Le livre a été présenté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, oui. Mais vous savez, le problème était qu'on était en plein élan de l'espérance de la reconstruction. Et chacun voulait reconstruire l'Afghanistan de ses rêves. Les Occidentaux, les Français, les Américains, les Allemands. Et mon but, en écrivant ce livre-là, c'est de ne pas utiliser les outils de développement pour la reconstruction d'une nation qui sort de 20 années de guerre en 2002. D'accord. Donc, vous m'avez dit, cela m'a permis de réfléchir pour pourquoi les problèmes de l'Afghanistan. Donc, vous avez fait des causeries, des articles dans les journaux. Voilà, alors, vous m'avez dit, les Occidentaux rationalistes ont abîmé l'Afghanistan parce que c'est une société orale. Et nous sommes dans une société de l'écrit, oui, du contrat. C'est une société extrêmement équilibrée. L'Afghanistan était, avant l'invasion soviétique, était une société non développée qui s'abîmait, qui s'enfonçait dans la misère à cause d'un modèle de développement inadapté. Vous savez. D'accord. Voilà. On va revenir sur l'Afghanistan dans les questions. D'accord. Donc, sinon, à côté de ça, vous êtes passionné par le vin. Vous aimiez beaucoup le berlou, les grilles. Ça va très bien sur des grillades afghanes. C'est quoi des grillades afghanes? Vous savez, on est des éleveurs des moutons et des chèvres, donc il y a beaucoup de viande. D'accord. Voilà, vous aimez les livres d'histoire et vous marchez beaucoup. Je marche beaucoup, oui. Qualité, amoureux de la vie, serviteur de l'humanité. Oui. Et vous avez beaucoup d'amitié et de communication. Non, des vrais amis. Vous savez, ma plus grande fierté, c'est que j'ai des vrais amis avec lesquels j'ai passé des moments, j'ai échangé, j'ai bavardé, je me suis disputé, et voilà, des amitiés très solides. D'accord. Défaut, bavard. Oui, je suis bavard. Oui. Je suis un homme de l'oralité, donc vous savez. Voilà, donc avant de partir sur les questions, le numéro 948 de La Glorieuse, donc un entretien exclusif avec Christophe Derouche, l'homme des manifestations
du samedi à Montpellier, débordement, prise de position contre lui. Voilà, l'homme a choisi la Glorieuse pour s'exprimer. Voilà, ensuite un article sur Clark Hart et ses multiples activités, une nouvelle élue de l'équipe du nouveau maire. Ça vous a pas échappé? Non. Ensuite, on revient sur la Mouette là, qui expose 64 dessinateurs de presse à 7. Voilà, on fait une page sur des dessins de presse sur l'univers de Brassens. Et plein d'autres choses dans la Glorieuse cette semaine. D'accord. Vous lisez la presse, Habib? Un tout petit peu, oui. Je les fouille de temps en temps. Vous lisez la presse afghane? Souvent, surtout en ce moment, vous savez, je lis tout ce qui me tombe sous les mains. C'est comment pour les journaux en ce moment en Afghanistan? C'est la catastrophe. Vous savez, les gens sont très inquiets. Ils sont en train de perdre la liberté de la presse et de communiquer. Donc, c'est une période sombre qu'ils sont en train de vivre et d'envisager. C'est quoi la vie d'exilé politique afghan depuis 1978-19 à Montpellier? C'est une vie très déchirée, vous savez, on vit entre deux rivages. Quand vous êtes avec les amis, on essaye d'être occidentalisé et civilisé. Et quand vous êtes tout seul dans la solitude, on reste toujours un Afghan ordinaire, se ressasser le pourquoi et le comment de ce destin triste de son pays. On a l'impression de revivre là notre Vietnam ou la chute du Shah d'Iran, un truc mélangé là. En tout cas, malheureusement, l'histoire, qu'on disait qu'elle ne se répète pas, ça se répète. Et c'est une très grande humiliation pour le monde occidental, pour la démocratie et pour le droit de l'homme et de la femme. À partir de lundi, la semaine dernière, depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, vous savez, le peuple afghan, et je pense une grande partie de l'humanité qui imaginait, parce que n'oubliez pas qu'en 2003, les Américains sont arrivés en Afghanistan pour nous construire la Suisse en Asie. Les gens se vantaient, M. Ashraf Ghani qui a pris la fuite de la présidence en maître d'œuvre de la reconstruction de l'Afghanistan avec ses copains, il nous promettait la reconstruction de l'Afghanistan et la transformation de l'Afghanistan en Suisse d'Asie. Mais hélas, leur tâtonnement, leur ignorance, leur précipitation. Vous savez, les Afghans sont les premiers responsables. M. Ghani, M. Khalilzad, M. Karzai, Abdullah et des acolytes. Vous savez, malheureusement, la reconstruction de l'Afghanistan était prise en otage par 500 personnes et environ 7000 individus. 500 familles et 7000 individus ont complètement saboté la reconstruction de l'Afghanistan. Ils ont mal informé les Occidentaux, ils ont fait tourner les Occidentaux, les diplomates, les militaires, les journalistes, tout ça en bourrique pour faire une seule chose, qu'aujourd'hui, vous voyez, les talibans ont repris le pouvoir. Mais les talibans n'ont jamais été chassés de l'Afghanistan. C'était tout le temps en Afghanistan, mais seulement ceux et celles qui voulaient reconstruire l'Afghanistan n'ont pas su les identifier, parce que quand on reconstruit une nation, on fait d'abord un recensement, après on donne une carte d'identité à des gens, et on reconnaît les droits. Donc les Occidentaux, au lieu de faire ça, ils sont allés ouvrir les vins de l'argent pour que les gens deviennent corrompus. Voilà, donc l'Afghanistan, les Afghans, est-ce que c'est un peu les irréductibles gaulois là, de l'Asie je veux dire, on a l'impression que depuis la défaite de Khyber Pass là, par les Anglais, personne n'a réussi à s'établir durablement et le pays
Oui, on dit que dans des difficultés incroyables. Oui, malheureusement, vous savez, c'est une mauvaise réputation qu'on a pour l'Afghanistan. L'Afghanistan était un pays très humble, ses ressortissants sont très humbles, mais seulement depuis le 19e siècle, les chefs afghans qui ont comme spécialité de vivre avec le butin de guerre et la violence, vous savez, ils ont donné une très mauvaise réputation à l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, qui normalement, vous savez, un pays de nomades et de paysans, ils sont obligés de vivre dans la complémentarité et dans la paix, quand il n'y a pas d'intervention extérieure. Mais dès qu'il y a l'intervention de l'extérieur, que les Britanniques soutiennent un tribut au détriment de l'autre, eh bien, ça crée le trouble. Et l'Afghanistan est victime de la manipulation de l'extérieur depuis le 19e siècle. En 2 mots, pourquoi les Américains ont échoué dans la construction d'un nouvel État démocratique, d'un État... En 2 mots, parce qu'ils ont confondu, vous savez, le développement et la reconstruction d'une part, et puis ils ont laissé la reconstruction aux mains des grands entrepreneurs multinationaux pour les problèmes de financement. Vous savez, ce n'est pas avec l'argent qu'on pouvait reconstruire l'Afghanistan. Quand les militaires, les PRT occidentaux essayaient d'acheter les paysans et les nomades afghans avec des dollars, ils prenaient les dollars parce que c'était quand même utile. Mais ils se moquaient d'eux en disant, mais ces pauvres Américains, ils ont la montre et nous, on a le temps. Vous voyez. Donc les Américains imaginaient que en bombardant, en amadouillant les uns et en achetant les autres, on pouvait reconstruire l'Afghanistan, alors que la reconstruction de l'Afghanistan était tellement simple. Et c'est tellement pauvre, ça nécessitait tellement peu d'investissement que les Américains, je pense que les conseillers afghans des Américains étaient très médiocres. Et je dis ça pour que vous ne pensez pas que j'accuse seulement les Américains. D'accord. Pourquoi depuis 50 ans, là, tous les régimes mis en place par les Américains sont artificiels et s'écroulent? Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, mais là, malheureusement, vous savez, le grand problème de l'Occident, et je l'ai vécu en France, vous savez, c'est de la méconnaissance des sociétés traditionnelles. Moi, je ne dis pas les sociétés colonisées, vous voyez, mais l'Afghanistan était une société qui n'a jamais été colonisée. Et je vous dis que jusqu'à l'invasion soviétique, très peu de scientifiques, historiens, géographes, etc., s'intéressaient aux problèmes afghans. Vous comprenez? Donc, les Américains étaient victimes de méconnaissance d'une part et de la précipitation parce que, vous savez, malheureusement, vous savez, derrière les militaires afghans, les militaires américains, il y avait des sociétés multinationales américaines qui voulaient à tout prix vendre. C'est ça qui est ambition. On dit que la corruption s'est développée. Bien sûr. Vous savez, quand une société, quand vous donnez à un enfant qui n'a pas les capacités de manger une nourriture grasse, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en Afghanistan, on n'avait ni la banque ni l'assurance, ni les connaissances nécessaires pour transformer la richesse en capital et le capital en investissement. Donc, vous savez, les Américains ont voulu seulement donner de l'argent. Et dans la mentalité des Afghans, vous savez, l'argent, la femme et la terre, ce sont des biens qu'on thésaurise. Vous savez, la femme pour enfanter, la terre pour ensemencer et avoir de la nourriture, et l'argent et l'or pour le jour où il y a un problème et que ça peut être utile. D'accord. Ça c'est un peu dans tous les pays du monde, ça.
Oui, mais Enfin, la terre, plus ou moins. Pas, oui, pas dans les métropoles. oui, mais vous savez, en Afghanistan, quand il n'y a pas de marché, vous savez, que quand vous êtes en Afghanistan et que vous avez 10 000 $ de revenus par mois, vous savez, bon, vous louez la maison la plus belle, avec une piscine, tout ça, mais si vous avez envie d'aller écouter de la musique, il n'y a pas de musique. Vous avez envie d'aller manger dans un très beau restaurant occidental, il n'y a pas de ça. Donc vous voyez, il y avait un décalage. 99% des Afghans vivaient avec $1 et un pourcentage très limité avait des revenus mirobolants. C'est ça qui a créé le décalage et la corruption. D'accord. Est-ce qu'il existe un sentiment national afghan? Il existait, mais maintenant non. Vous savez, malheureusement, voilà l'héritage que les Américains laissent en Afghanistan. C'est que, avant l'arrivée de l'Union soviétique, tous les Afghans se sentaient afghans. Avec l'arrivée de l'Union soviétique, la société afghane, qui était composée par 28 ethnies, s'est éclatée. Chacun revendiquait une place dans la société afghane pour avoir part de gâteaux qui venaient de l'extérieur pour la guerre. Et malheureusement, vous savez, quand la reconstruction est arrivée, c'est passé exactement de la même manière. Donc on n'a pas su reconstruire l'unité nationale. Bien sûr qu'on a créé une constitution, on a mis Karzai comme président et on a fait des élections. Mais tout c'était truqué. Vous savez, comment vous voulez organiser des élections dans une société où vous ne connaissez pas la population exacte, le nombre exact des électeurs? Comment vous voulez organiser des élections démocratiques dans un pays où les citoyens n'ont pas d'identité, ni de carte de séjour, ni rien du tout? Donc, vous savez, la solution facile de mettre les doigts dans l'encre indélébile, vous savez, ça donne des conséquences. On récolte le fruit aujourd'hui. Est-ce que le fait religieux est-il dissociable du fait social en Afghanistan? Non, pas du tout. Vous savez, malheureusement, la religion, c'est le ciment de la société. Et aussi bien le peuple que la politique s'appuient sur la religion pour subir et pour se maintenir au pouvoir. Et l'économie, là, on parle aussi qui est dominée par l'opium. Quel avenir pour un pays dont la matière première en matière de production est illicite? Vous savez, malheureusement, 30 à 40% de la population afghane ne mangeait ou ne mange que grâce à l'économie de la drogue. D'accord. 30 à 40%, c'est énorme. C'est énorme, vous savez. Mais cette drogue, elle est travaillée sur place ou elle est... Vous savez, cette drogue est produite sur place et il est conditionné sur place. Mais vous savez, il y a des différentes étapes. Il y a des usines de transformation en Afghanistan et dans les frontières pour les conditionner et les acheminer sur les marchés internationaux. Mais la culture de pavot est sur le plan financier, d'une part, et il crée des millions d'emplois. Vous savez, sa culture, la récolte de la résine, et puis il y a des sous-produits de pavot qui créent des... Il y a quoi comme sous-produits de pavot? Les combustibles, par exemple. Les combustibles. D'accord. L'huile, avec l'huile, on fait des savons et des choses comme ça. D'accord. Et on fait de la drogue, du savon et des combustibles. Les combustibles. Et dans un pays où l'eau est rare et que le combustible sont rares, ça compte beaucoup. À long terme, l'échec du programme occidental en Afghanistan va avoir quel type de conséquences?
Vous savez, si on développe, et ça c'est ma thèse, vous savez, il faut que le développement vise d'abord, c'est un pays agricole, c'est un pays de nomades et de paysans, c'est un pays dans lequel la gestion de la rareté, c'est-à-dire l'eau et la terre, était la colonne vertébrale de la paix sociale en Afghanistan. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut produire de la nourriture pour donner à manger à la population. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement, depuis les 1830 et au-delà, les gouvernements poussent l'agriculture de rente et l'exportation des produits agricoles pour qu'avec les rentrées douanières, ils remplissent les caisses de l'État. Évidemment, on remplit les caisses de l'État d'un côté, mais on affame la population de l'autre. Et puisqu'on ne fait pas des réformes nécessaires pour que le paysan pauvre puisse accéder à un outil de production, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque l'exode rural, le développement, la famine et la misère. Les auxiliaires des administrations et armées occidentales sont-ils en réel danger? Parce qu'on a vu ces débandades dans les avions. C'était terrible de voir ces images là, de gens qui se serraient dans les avions. Ils vivent une sorte de psychose, vous savez. Et vous savez, le problème, c'est que je ne peux pas vous dire s'ils sont réellement en danger ou non. Parce que les talibans, pour l'instant, ils n'ont pas montré leur vrai visage. Mais c'est quoi leur vrai visage? C'est toutes les femmes en tchador? Toutes les femmes en tchador. C'est comme Daesh? Peut-être. Vous savez pas? Peut-être. Pour l'instant, ils jouent une politique très douce. Pour l'instant, ils veulent que l'aide internationale ne leur échappe pas. Et ils disent, mais on va essayer de préserver les acquis de ces 20 dernières années. Or, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas arrivés à faire un semblant de paix pour une simple raison, c'est que les talibans veulent mettre en place l'émirat islamique et le peuple afghan veut que la République reste et perdure. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Donc l'émirat islamique, vous savez, c'est une sorte de pouvoir central avec très peu d'administration. C'est une alliance avec les religieux et quelques chefs féodaux encadrent la société. Les religieux établissent la justice sociale et ils rendent la justice. C'est les religieux qui rendent la justice? Oui, oui. Et puis les alliés prélèvent les taxes et les impôts et l'État, les fonctionnaires régaliens de l'État n'est pas le souci d'un émirat islamique, c'est-à-dire la santé, le développement, l'école, la presse, etc. Et voilà. Rien à voir avec une démocratie. Rien à voir. Rien à voir. Vous savez, une république islamique est complètement différente d'un émirat islamique. D'accord. Il faut le dire, il faut le souligner, il faut réfléchir sur la différence qui existe entre l'émirat et la république. Mais si ça se passe comme s'est passé Daesh lorsqu'ils se sont installés en Irak? Vous savez, Daesh en Irak ne voulait pas ni de développement, ni de l'Europe, ni de l'État. Il voulait capter le pouvoir pour instaurer l'État islamique. Oui. Et l'émirat islamique, c'est-à-dire que la loi de l'islam, mais c'est une mensonge d'ailleurs. Vous savez, l'État islamique n'a jamais existé. Le Coran ne préconise jamais la politisation de la société. Le Coran, c'est une spiritualité, ça adresse à des gens pour monter un petit peu l'éthique et le moral des gens. L'émirat islamique, tout ça, ce sont des inventions de 4 siècles après l'arrivée de l'islam. Donc il faut se pencher sur la question pour avoir des précisions plus profondes. Donc on peut dire que les talibans en fait sont moins rigoristes que Daesh? Pour l'instant, vous savez, ils ont fait l'expérience et ils ont été formés, leur chef
par les Pakistanais et quelques-uns dans les universités britanniques et américaines aussi, vous savez, et qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils heurtent ni la société afghane, multiethnique, ni la communauté internationale, parce que si ils poursuivent de nouveau leur ancien politique, c'est-à-dire obliger les hommes de pousser leurs barbes, priver les femmes d'aller à l'école et sortir seules, et empêcher les gens d'écouter la musique, etc., eh ben, ils vont perdre l'appui de la communauté internationale. Leur souci immédiat, c'est que la communauté internationale leur accorde un crédit, qu'ils ne perdent pas l'aide financière de l'Occident. Donc ils sont moins extrémistes que Daesh. Pour l'instant. D'accord. Est-ce que demain, dans un mois, quand ils obtiendront réellement le pouvoir, ils vont montrer leur vrai visage ou un changement? L'avenir nous le dira. Quel est le rôle de la femme dans la société afghane? Tout dépend. La femme dans la ville ou la femme dans la campagne? Les deux. La femme dans la campagne est le pilier de l'économie familiale. C'est elle qui donne à manger aux gens. D'accord. Et la femme en ville, ces 20 dernières années, ont fait un bond extraordinaire. Ils participent dans les... sont devenus journalistes, dans la politique, les médecins. Dans les villes, vraiment, quand vous voyez l'apport des femmes dans le changement de la société, c'est immense et ça réchauffe le corps. Et il faut absolument que, une des raisons de faire attention pour que les femmes ne perdent pas tous les acquis des 20 dernières années, c'est pour ça qu'il faut être vigilant vis-à-vis des talibans. Voilà, on a l'impression que la Chine s'intéresse à l'Afghanistan. Est-ce qu'elle peut s'entendre avec les talibans alors que de l'autre côté de la frontière, elle maltraite les Ouïghours? Vous savez, la géopolitique est très bizarre. Oui, je sais. On peut utiliser les amis de ses ennemis comme des amis, vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est que l'Afghanistan pour la Chine? Si la Chine tousse, ni les talibans, ni l'Afghanistan, avec 33 millions de occupants, n'existeront plus. Et il ne faut pas, vous savez, si les Chinois se fâchent et qu'ils commettent les mêmes erreurs que les Russes il y a 40 ans, alors là, il faut effacer la carte de l'Afghanistan, de la région. Je comprends pas. Ils vont envahir, vous savez, par la population, par leur nombre, par leur marché. Les Chinois envahissent l'Afghanistan. L'Afghanistan, vous savez, aujourd'hui, 40% de l'économie afghane est dépendante de l'économie chinoise. Quand j'étais conseiller de ministre en Afghanistan en 2005, vous savez, les paysans ne pouvaient pas vendre leurs marchandises sur le marché parce que le prix d'un kilo de patates produit en Afghanistan était beaucoup plus élevé que le produit des patates ou des pommes ou des fruits importés de la Chine. Donc, d'accord. La Chine, c'est pour les Chinois, l'Afghanistan, c'est un petit quelque chose qu'ils ont besoin, mais s'ils se fâchent, les Afghans se taisent. Et sinon, avec le commerce, avec les échanges, avec l'aide économique, ils vont occuper l'Afghanistan. Est-ce qu'il sera possible de s'entendre avec les talibans? Absolument. Vous savez, ce sont des gens extrêmement civilisés. Ils sont des gens pas sauvages du tout. Rassurez-vous, vous savez, ils vous étonnent par leur ouverture, par leur culture, par leur élégance. Ce sont des gens très modernes, vous savez, les talibans. Ashraf Ghani était un talib, vous savez. Khalilzad est un talib. Oui, il y a même l'émergence d'une caste à New York et à Paris qu'on nomme les hipsters, qui vient un petit peu du look et du comportement des talibans, quoi. Hein? Tout à fait. Ça vous a pas échappé? Malheureusement, mais vous savez, c'est des gens qui prend en otage l'islam. Le mot talib, vous savez,
C'est pour ça qu'il faut faire attention. Talib, c'est celui qui est en quête de connaissance. Un talib n'est pas à l'affût de pouvoir. Les talibs dont on parle en Afghanistan, ce sont des enfants des paysans pauvres que depuis les 30 ou 40 dernières années, on a formé dans les écoles coraniques de Pakistan et on les a complètement lavé la tête. Vous savez, et c'est dommage que les Occidentaux les sachent, parce que les talibs d'Afghanistan, ce sont des gens obscurantistes, ce sont des gens têtus. Je ne dis pas des chefs. Vous savez, les chefs, ils ont leurs enfants aux États-Unis, à Londres, où ils s'habillent pour se déguiser devant la télévision, ils sautent avec un turban et tout ça, mais ils ont un mode de vie tout à fait à l'occidental. D'ailleurs, avec l'ordinateur et l'Internet, ils sont beaucoup plus affûtés que vous et moi. Est-ce qu'on peut dire que certains peuples ne sont pas prêts à la démocratie? Non, on ne peut pas dire ça. Vous savez, tout le monde a besoin de la démocratie, mais seulement les Occidentaux imaginaient que soit par l'invasion, soit par le marché, soit par pitié, on pouvait faire accéder les gens à la démocratie. Non. Vous savez, malheureusement, les institutions internationales, les ONG, etc., qui vont au nom de la démocratie et des droits de l'homme, c'est très utile. Mais ce sont des vitrines qui créent des États dans l'État. Vous savez, parce qu'il y a une énorme, depuis 20 ans, il y a une énorme diaspora afghane qui vient en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a une quête de démocratie. Il y a une demande profonde de démocratie. Et dans le pays, il est quand même globalement un petit peu... même si vous atténuez, vu de France, il est quand même très obscurantiste. Les talibans sont très obscurantistes. On est dans un régime de soumission, on prive les femmes de leur liberté. Vous savez, depuis 40 ans, la crème de la société afghane s'est exilée en Occident. Il n'y a pas que la crème. Si. Alors, la preuve, vous voyez, aujourd'hui, c'est 100 000 Afghans que les Occidentaux accueilleront en Occident. Ce sont des médecins, ce sont des interprètes, ce sont des ingénieurs, ce sont des avocats, ce sont des journalistes. Ce n'est pas le commun des mortels, un paysan pauvre qui... Non, le paysan pauvre reste sur place. Le paysan pauvre, malheureusement, ils avaient besoin qu'au nom de la démocratie, on apporte les réformes nécessaires pour qu'ils passent du stade de l'esclave au stade de citoyen. Mais malheureusement, malgré 40 années de souffrance, ils sont restés toujours des esclaves déguisés. Donc les Nations Unies, la FAO, l'Europe, tous ont pris ça un peu à la légère, la reconstruction de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui a manqué? Le sérieux. Le sérieux et l'humilité. Et puis vraiment le vrai engagement. Vous savez, quand vous êtes devant un ministre et que vous ne lui dites pas la vérité, vous comprenez, et que vous lui déversez 10 millions de dollars pour développer la culture de pavot, pour moi c'est un péché. Parce que quand on est agent de développement et que le ministre, on va voir le ministre, on va dire, monsieur le ministre, ouvrez vos yeux, vous êtes ministre de l'Agriculture. Il y a 13 millions d'Afghans qui ont faim. Jusqu'à quand vous voulez que le programme alimentaire mondial vienne nous donner à manger alors que l'Afghanistan est un pays agricole? Produisez d'abord de la nourriture pour votre population. Vous comprenez? Etc., etc. Non, les Occidentaux, que ce soit les... D'abord, vous savez, c'est un métier. Vous savez, être expert à la FAO ou expert dans une grande ONG. Vous arrivez, vous voyagez dans les avions de l'ONU, vous vous déplacez dans les voitures de l'ONU, vous êtes hébergé dans les maisons de l'ONU, et vous n'êtes pas du tout en contact avec le peuple. Vous savez, j'étais coordinateur du ministère de l'Agriculture avec la FAO. Ouais. Je suppliais les experts occidentaux de la FAO de venir à Kaboul avec moi, d'observer la situation des marchés, la situation. Ils me disaient non, notre staff,
nous a recommandé de ne pas prendre de risque. Voilà. Donc, vous savez, c'est très facile. Ne pensez pas que je critique. Je vous raconte le dilemme de la nation afghane et je pleure l'échec de tous ces Occidentaux qui sont allés en Afghanistan, qui ont rêvé la reconstruction. Je vous remercie. On termine en général par la question chapeau. Si vous voulez tirer dans le chapeau donc la question, voilà, et vous lisez pour détendre un petit peu la fin de l'entretien, la question. Vas-y. Allez-y, vous lisez-le. Vous préférez que je la lise? Je vous en prie. Donc, est-ce que le problème de l'Afghanistan ne ressemble pas aussi à celui de la France? Deux pays qui ont du mal à se soumettre à l'autorité. Alors on va dire que l'Afghanistan c'est l'autorité extérieure, la France c'est une espèce d'autorité aussi avec les mouvements qu'on voit aujourd'hui. Ne comparons pas l'incomparable. Vous savez, si un jour l'Afghanistan pouvait atteindre la cheville de la France au niveau de la citoyenneté, de la liberté et de la gouvernance, parce que vous savez, c'est vrai qu'on peut critiquer parce que vous êtes un pays latin et tout ce que l'État fait, c'est mal. Mais vous savez, quand vous n'êtes, voilà, quand vous roulez vite, il y a un radar qui vous photographie. C'est l'État. Ça vous fait mal, mais de l'autre côté, votre fils ou votre fille va avoir la vie sauve. C'est ça l'État. Et ne comparons pas l'Afghanistan avec la France. Oui, ils ont des problèmes d'autorité. Vous savez, c'est parce que les Français sont trop gâtés, ce sont des enfants gâtés. Envoyez-les 15 jours en Afghanistan pour que quand il appuie sur l'interrupteur, la lumière ne s'allume pas. Quand il court après un robinet, que l'eau ne coule pas. Et quand il aille à la banque ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils comprendront où ils habitent. Vous savez, moi je suis désolé, on ne peut pas comparer incomparable. Voilà, bon, ben alors c'est dit. J'espère que je ne vous ai pas déçu. Non, pas du tout. Bon. Je vous remercie pour votre intervention. J'espère que ça peut être utile et que ça ne soit pas encore une énième fois que je fréquente des amis journalistes et que je raconte des blablabla et qui ne tombent pas dans l'oreille de personne. J'espère Là, ça va tomber dans l'oreille de beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, je vous féliciterai et j'espère que ceux qui ne n'aimeront pas mes propos, qui vous écrivent pour que je revienne pour répondre à leurs questions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre intérêt pour l'Afghanistan.